Vous savez comment c'est. Nous vivons dans un monde de tissus qui se défont tout simplement, de vêtements qui deviennent obsolètes en une saison et qui finissent à la décharge avant même d'avoir été réellement portés. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'entre les années 100 et 400 de notre ère, les artisans européens créaient des textiles si durables et si exquis que les machines modernes ne peuvent toujours pas en reproduire exactement la qualité. Il s'agit de techniques textiles du haut Moyen Âge auxquelles, d'une certaine manière, l'industrie moderne est allergique. Et ce ne sont pas les secrets d'une machine perdue ou d'une formule chimique oubliée. Ce sont les secrets de l'habileté humaine, de la patience et d'un lien étrangement profond avec le matériau. Et dans cette vidéo, nous allons les découvrir, non pas en lisant un livre, mais en les vivant. Nous allons nous embarquer pour un voyage, d'une poignée de toison brute et grasse à un morceau de tissu fini et tissé à la main, en utilisant les mêmes méthodes qui ont créé des légendes. Il ne s'agit pas seulement de faire quelque chose de vieux, il s'agit d'entrer dans un état d'esprit qui a été presque totalement effacé par le rythme impitoyable de la production industrielle. C'est une quête pour découvrir ce que nos ancêtres savaient sur la qualité et que nous avons oublié. Et c'est ce qui se passe dans notre monde moderne, n'est-ce pas? Nous sommes totalement déconnectés. Nous achetons des vêtements sans savoir d'où vient la fibre, qui a filé le fil ou quel genre de choses bizarres ont été utilisées pour les fabriquer. Le résultat est un produit bon marché, jetable et en fin de compte un peu sans âme. C'est un système construit sur l'insatisfaction, sur des vêtements qui se déchirent et se décolorent, nous incitant à en acheter plus dans un cycle sans fin. Mais les textiles du haut Moyen Âge étaient différents. Ils étaient un investissement. Une robe et une cape en laine bien faites de l'an 1200 pouvaient durer des décennies et se transmettre de génération en génération. Très peu de ces objets survivent aujourd'hui, mais les fragments que nous trouvons lors des fouilles archéologiques racontent une histoire d'artisanat incroyable. Ils parlent d'une époque où celui qui fabriquait le tissu le connaissait intimement dès l'instant où c'était de la laine sur le dos d'un mouton. Notre projet est de recréer un morceau de cette histoire. Nous commencerons par les matières premières, nous les filerons avec un simple fuseau. Nous montrerons un métier à tisser, nous tisserons le tissu, nous l'imperméabiliserons en utilisant des secrets médiévaux et nous le teindrons même avec les mêmes plantes que nos ancêtres auraient utilisées. Chaque étape est un chapitre d'une histoire de savoir perdu. Nous allons nous salir les mains, nous allons faire des erreurs et, espérons-le, à la fin, nous aurons quelque chose qui contient la réponse à notre question. Qu'est-ce qu'ils savaient que nous avons oublié? Comprendre les fibres. Notre voyage ne commence pas avec un métier à tisser, mais avec l'âme même du tissu, la fibre elle-même. Dans le monde du haut Moyen Âge, de 1000 à 400 après Jésus-Christ, on ne pouvait pas simplement commander un cône de fil parfait. On commençait par les bases, et votre compréhension de celles-ci était le fondement de tout le reste. Les trois fibres principales qui ont habillé l'Europe médiévale étaient la laine, le lin et la soie, chacune avec ses propres spécificités et applications régionales. La laine était le roi incontesté, en particulier en Angleterre, en Flandre et dans le nord de la France. C'était fondamentalement le moteur de l'économie médiévale. Mais la laine n'est pas une seule chose. L'Europe médiévale comptait des dizaines de races de moutons distinctes, chacune produisant une toison avec des caractéristiques différentes. La laine anglaise des Cotswolds était prisée dans toute l'Europe pour sa longueur et sa résistance, tandis que la laine mérinos espagnole produisait les fibres les plus fines et les plus douces. Après avoir lavé la toison grasse et sale dans des ruisseaux ou des cuves en bois, la véritable décision était prise. Alliez-vous la carder ou la peignée? Ce choix déterminait tout ce qui allait suivre. Le cardage se faisait
avec une paire de planches de bois plates recouvertes de crochets en métal. On passait la laine entre elles, la cardant pour former un nuage moelleux et aéré appelé rouleau. C'était parfait pour les laines plus courtes et créait ce que les artisans médiévaux appelaient du fil de laine. Lorsqu'il est filé à partir de laine cardée, les fibres emprisonnent des tonnes d'air, créant un tissu chaud, doux et épais, parfait pour une cape lourde qui protège des hivers brutaux de l'Europe du Nord. Le peignage, en revanche, était un processus plus raffiné pour les fibres plus longues et plus précieuses. Les peignes à laine sont des outils d'apparence redoutables, ressemblant à de gigantesques brosses pour chiens avec de longues dents métalliques pointues. En passant la laine à travers ceux-ci, vous alignez toutes les fibres longues parallèlement les unes aux autres et vous enlevez les parties courtes et faibles. Cela crée une préparation lisse et dense appelée peignée. Filer, cela donne un fil de laine peigné. Il est lisse, solide et a un beau drapé. C'était le fil pour les robes fines et les bas résistants que les gens médiévaux portaient sous leurs vêtements. Ensuite, il y avait le lin, qui poussait particulièrement bien aux Pays-Bas. Si la laine était le cheval de bataille, le lin était le symbole de la pureté et de la propreté. Mais sa sensation de propreté et de fraîcheur se fait au prix d'une quantité de travail énorme. Il faut des mois de travail pour passer d'une plante de lin à une fibre qui peut être filée. D'abord, les plantes sont arrachées, non coupées, pour obtenir leur longueur maximale. Ensuite vient le rouissage, un processus de putréfaction contrôlé, où les bottes de lin sont immergées dans l'eau ou étalées sur l'herbe pendant des semaines. Après le rouissage et le séchage, le vrai travail commence. Les tiges sont cassées avec un outil en bois appelé brise-lin, puis égrenées et battues avec un couteau en bois pour enlever les morceaux cassés. Enfin, les fibres sont assouplies en les faisant passer à travers des lits de dents métalliques de plus en plus fins. Ce n'est qu'alors que vous obtenez de belles fibres soyeuses, prêtes à être filées en fil. Enfin, la soie était importée à un coût énorme depuis les territoires byzantins et plus tard depuis les régions italiennes productrices de soie, comme Lucca. Elle était réservée à la plus haute noblesse et à l'Église. Une cape doublée de soie était une déclaration visible de richesse immense. Pour notre projet, nous suivons l'épine dorsale de la production textile médiévale européenne, la laine anglaise. Nous allons la peigner pour préparer un fil peigné, le même choix qu'aurait fait un tisserand de Guilde dans le Londres ou la Bruges médiévale pour obtenir un tissu de haute qualité. La magie du fuseau. Avec notre laine peignée prête, nous arrivons au premier grand secret que l'industrie moderne craint vraiment. Non pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il est trompeusement simple et absolument irremplaçable. C'est la magie du filage à la main. Aujourd'hui, nous imaginons des rouets de contes de fées. Mais pendant la majeure partie du Haut Moyen Âge, l'outil principal était bien plus ancien, le fuseau. Les preuves archéologiques montrent que ces outils simples étaient utilisés dans toute l'Europe médiévale, de l'Irlande à la Pologne. C'est simplement un bâton en bois avec un poids appelé fusaiole. Cet humble outil est un chef-d'œuvre de la physique. Le bâton agit comme un volant d'inertie, stockant l'énergie de rotation d'un coup de doigt et permettant au fuseau de tordre les fibres pendant que vous vous concentrez sur les tirages. L'ensemble du processus est un rythme de 3 actions: étirer, tordre et enrouler. La première est l'étirage. C'est la véritable compétence qui sépare un maître fileur d'un débutant. Vous tenez la réserve de fibres dans une main et vous tirez doucement une quantité contrôlée de fibres avec l'autre. S'il y en a trop peu, le fil se casse. S'il y en a trop, c'est un désordre. C'est une sensation intuitive, une conversation entre vos doigts et la laine.
Une machine fait cela avec une précision mathématique froide, ce qui donne un fil parfaitement uniforme, mais finalement sans vie. Mais un fileur humain répond à la fibre. Il peut sentir une section légèrement épaisse et étirer un peu plus finement pour compenser. Cela crée un fil avec ce que les sources médiévales appelaient du caractère. Une variation douce et organique que les ingénieurs textiles modernes considéreraient comme un défaut. Mais ce n'est pas un défaut, c'est la signature d'une main humaine. Cette variation confère au tissu tissé à la main une qualité vivante que le tissu fabriqué à la machine ne pourra jamais reproduire. Pendant que vous filez, le fuseau pend et tourne, et cette torsion se propage à travers les fibres, les verrouillant en un fil solide. La quantité de torsion est critique. Les fileurs médiévaux ont développé une compréhension intuitive grâce à des années de pratique. S'il y a trop peu de torsion, le fil se défait sous la tension. S'il y a trop de torsion, il devient un désordre fibreux et emmêlé qu'il est impossible de tisser. Il y a un autre détail crucial que la plupart des gens ne connaissent pas. La direction de la torsion compte énormément. Vous pouvez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ce que nous appelons une torsion en Z, ou dans le sens inverse pour une torsion en S. Les réglementations des guildes médiévales spécifiaient souvent la direction de la torsion pour différents types de tissus. Pour obtenir un fil plus résistant, il est nécessaire de le retordre. Cela signifie prendre 2 ou plusieurs fils simples et les tordre ensemble dans la direction opposée. Ainsi, 2 fils simples à torsion en Z sont retordus ensemble avec une torsion en S. Cela crée un fil équilibré où les forces opposées s'annulent, ce qui donne un fil stable et incroyablement solide. C'était une connaissance fondamentale que tout fileur médiéval possédait. La dernière étape est d'enrouler. Une fois que vous avez une longueur de fil neuf, vous arrêtez le fuseau, vous décrochez le fil et vous l'enroulez autour du bâton. Puis, vous le raccrochez et vous continuez à étirer, tordre et enrouler, encore et encore. C'est lent. Un fileur médiéval qualifié pouvait produire suffisamment de fil pour une simple tunique en plusieurs semaines de travail constant. Mais dans cette lenteur, une connaissance intime de la fibre se développe. Les machines à filer modernes reposent sur la vitesse et la force brute. Elles soumettent la fibre à des milliers de tours par minute avec une précision mécanique. Le filage à la main est un partenariat. Le fileur travaille avec la fibre, répondant à sa nature. Cette synergie entre l'habileté humaine et le matériau naturel est la première et peut-être la plus profonde technique qui ne pourra jamais être automatisée. Et c'est précisément cet élément humain qui crée l'âme des textiles médiévaux. La préparation du métier. Notre fil retordu, filé à la main, est enfin prêt. Maintenant, nous devons le préparer pour la machine qui le transformera d'un simple fil en tissu, le métier à tisser. Mais avant de commencer tout tissage, nous sommes confrontés à l'une des étapes les plus exigeantes de tout le processus, le montage du métier. Vers la fin du Moyen Âge, les tisserands des guildes européennes utilisaient des métiers à cadres horizontaux avec des lisses, une avancée significative par rapport aux métiers verticaux antérieurs. Le génie de ces métiers réside dans les lisses, des boucles qui maintiennent chaque fil de chaîne et les pédales qui pouvaient soulever des centaines de fils simultanément. Mais il faut d'abord habiller le métier. Et cela commence par des calculs qui mettraient au défi n'importe quel ingénieur moderne. Disons que nous voulons tisser un morceau de tissu de 2 mètres de long et 60 cm de large, avec 10 fils par centimètre. Cela fait 600 fils individuels juste pour la largeur. Chaque fil doit avoir environ 2,5 mètres de long pour tenir compte du retrait et du gaspillage sur le métier. Cela représente 1500 mètres de fil, juste pour les fils de base.
On les mesure sur une table d'ourdissage en enroulant le fil autour de chevilles en bois selon un schéma précis. Ce faisant, vous devez créer ce qu'on appelle une croix, un point où les fils passent méthodiquement les uns par-dessus et les autres par-dessous de manière alternée. Cette croix est absolument critique. Elle maintient les 600 fils dans leur ordre exact. Les tisserands médiévaux savaient que perdre la croix signifiait perdre des jours, voire des semaines de travail dans un enchevêtrement irrécupérable. Une fois mesurés, les fils sont enroulés sur l'ensouple arrière du métier, sous une tension parfaitement uniforme. Ensuite vient l'étape la plus laborieuse, le passage des lisses. Vous vous asseyez devant le métier avec vos 600 fils. Un par un, vous prenez chaque fil dans l'ordre exact et le passez à travers son œillet. Pour le tissage uni, vous alternez fil 1 sur la lisse 1, fil 2 sur la lisse 2, et ce, 600 fois. Une seule erreur ici crée un défaut qui se répète sur tout le tissu. Après les lisses, chaque fil passe à travers le peigne, un outil combiné qui les espace uniformément. Enfin, vous attachez les extrémités à l'ensouple avant et vous vérifiez la tension sur les 600 fils. Les apprentis des guildes médiévales passaient des mois à apprendre précisément ce processus. Les maîtres tisserands étaient jugés non seulement sur leur vitesse de tissage, mais aussi sur leur capacité à monter un métier sans erreur. La préparation prenait souvent plus de temps que le tissage lui-même, mais c'était le fondement qui rendait tout le reste possible. La danse du tisserand. Le métier est habillé. Des centaines de fils s'étirent en ligne parallèle parfaite, un champ d'énergie potentiel attendant d'être transformé. Toutes les semaines de préparation ont mené à ce moment. Maintenant commence la danse du tisserand. C'est là que l'artisanat médiéval devient de la magie visible. Le processus est un rythme qui devient presque méditatif, une séquence que les tisserands de guildes pouvaient exécuter pendant des heures sans perdre leur concentration. Premièrement, on crée la foule. Le tisserand appuie sur une pédale connectée aux lisses. Cela sépare les fils de chêne en deux couches, créant une ouverture triangulaire appelée la foule. Deuxièmement, on passe la navette. Le fil de trame est enroulé sur une bobine en bois à l'intérieur d'une navette en forme de bateau. D'un mouvement expert du poignet, la navette vole à travers la foule, traînant une seule ligne de fil de trame derrière elle. Troisièmement, on frappe. Le tisserand tire vers l'avant sur un lourd cadre en bois appelé le battoir. Le peigne à l'intérieur coince le nouveau fil de trame et le compacte fermement contre le précédent avec un coup satisfaisant. Étaler, passer, frapper. Changer de pédale. Passer, frapper. Une percussion constante remplit l'atelier. Le son qui signifiait la prospérité dans les villes textiles médiévales comme Bruges, Florence et Londres. Et lentement, le tissu se forme à partir de rien. Dans ce rythme simple se cachent des possibilités infinies. Le motif le plus basique est le tissage uni, ou armure-toile, une simple grille au-dessus-dessous au-dessus, qui crée un tissu résistant et polyvalent. Mais les tisserands médiévaux maîtrisaient des motifs complexes. Le tissage sergé, caractérisé par des lignes diagonales, était incroyablement populaire pour les vêtements en laine, car il créait un tissu à la fois solide et souple. Des motifs plus complexes nécessitaient plusieurs lisses et une planification minutieuse. Le sergé à losange, le motif à chevron et les motifs géométriques complexes étaient à la portée des compétences d'un maître tisserand de guilde. Ces motifs n'étaient pas seulement décoratifs, ils avaient des fonctions utilitaires. Le sergé se drapait mieux que le tissage uni. Certains motifs étaient plus résistants à la déchirure. Les tisserands médiévaux comprenaient intimement ces propriétés.
Et c'est ici que nous sommes confrontés à la qualité que l'industrie moderne craint vraiment. Un métier à tisser industriel fonctionne à une vitesse incroyable, mais il nécessite un fil parfaitement uniforme. Notre fil, filé à la main avec ses variations subtiles, serait un cauchemar pour une machine moderne. Il heurterait une section plus épaisse et le fil se casserait, arrêtant la production. Mais un artisan qui utilise la main développe une relation avec ses matériaux. Il peut sentir quand le fil de trame est légèrement plus épais et instinctivement le frapper plus doucement. Quand il rencontre un point fin, il ajuste la tension. Cette adaptation constante et subtile est une conversation entre l'artisan et le matériau. Cela crée des tissus avec des qualités que les machines ne peuvent pas reproduire. Une main naturelle, des variations subtiles de texture et une résilience qui découle de la réactivité humaine. Ce n'est pas la perfection au sens moderne, c'est quelque chose de mieux. Leur couleur, harmonie de la terre. Notre tissu sort du métier à tisser d'un blanc crémeux naturel, la couleur de la laine propre. Mais pour le transformer en textile vibrant qui remplissait l'Europe médiévale, nous devons entrer dans l'un des ateliers les plus secrets et les plus qualifiés de l'époque, l'établissement du teinturier. La teinture au haut Moyen Âge n'était pas un travail occasionnel. C'était une entreprise de guildes étroitement gardée, dont les secrets étaient transmis de génération en génération. Ces artisans étaient les alchimistes du monde textile, et leurs connaissances pouvaient créer ou détruire des économies régionales entières. La base de leur art reposait sur 3 teintures primaires qui dominaient l'art de la teinture européenne. La gaude pour le jaune, la racine de garance pour le rouge et le pastel des teinturiers pour le bleu. Mais le simple fait de faire bouillir du tissu avec des matières végétales produit rarement une couleur durable. Cela nous amène au premier grand secret du teinturier, le mordant. Un mordant, généralement un sel métallique comme l'alun, agit comme un pont qui lie chimiquement le colorant à la fibre. Différents mordants avec la même teinture pouvaient produire des couleurs radicalement différentes. L'alun donnait des tons clairs et brillants. Le fer créait des tons plus sombres et plus ternes. Le cuivre produisait des verts. Examinons la couleur rouge en utilisant la racine de garance, largement cultivée dans des régions comme la Flandre et l'Alsace. Les composés colorants sont concentrés dans les racines, qui étaient récoltées après 3 ans de croissance, séchées et moulues. Mais le contrôle de la température était absolument critique. Si le bain de teinture devenait trop chaud, le beau rouge se transformait en un brun terne et boueux. Les maîtres teinturiers ont appris à maintenir un feu doux pendant des heures, extrayant les plus purs tons cramoisis et écarlates. Le rouge le plus précieux ne venait pas de la garance, mais des insectes cochenilles importés à un coût énorme d'Espagne après la conquête des Amériques. Mais pendant notre période du Haut Moyen Âge, la garance était la source des meilleurs rouges européens. La couleur bleue présentait un défi complètement différent. La source était le pastel des teinturiers. Il était cultivé dans toute l'Europe du Nord, mais était particulièrement prisé dans des régions comme Toulouse et la Thuringe. Pour les non-initiés, le processus ressemblait à de la pure alchimie. Les feuilles de pastel contiennent des précurseurs de l'indigo, mais l'indigo n'est pas soluble dans l'eau à l'état naturel. Un processus complexe de fermentation a été développé au Moyen Âge. Ils écrasaient les feuilles fraîches en boules, les séchaient, puis les émiettaient et ajoutaient de l'eau pour démarrer la fermentation. Le mélange était maintenu au chaud et remué occasionnellement, produisant une forte odeur d'ammoniac qui pouvait être détectée à des rues de distance. La cendre de bois ou la chaux apportait de l'alcalinité, tandis que la matière organique supplémentaire alimentait la fermentation.
Après des jours de soins minutieux, la cuve subissait une transformation chimique. L'indigo insoluble devenait soluble, apparaissant comme un liquide vert jaunâtre. Quand un tissu était plongé dans cette boisson mystérieuse, il prenait une couleur vert jaunâtre pâle. Mais quand il entrait en contact avec l'oxygène de l'air, la magie opérait. Le tissu passait lentement du vert au bleu profond et permanent. Ce processus était si complexe et précieux que les marchands de pastels sont devenus certaines des personnes les plus riches de l'Europe médiévale. Le bleu qu'ils produisaient n'était pas seulement une couleur, c'était un symbole de prospérité et de maîtrise technique. Secret d'imperméabilisation médiévaux. Mais la couleur n'était pas la seule façon dont les artisans médiévaux transformaient leurs textiles. Dans un monde sans produits synthétiques modernes, rester au sec n'était pas seulement une question de confort, c'était littéralement une question de survie. Et ici, les artisans médiévaux ont développé des techniques que les entreprises modernes d'équipement de plein air commencent à peine à comprendre. La base de l'imperméabilisation médiévale résidait dans une substance que tout berger connaissait intimement, la lanoline. Ce composé cireux et légèrement gras est la protection naturelle des moutons contre les intempéries. C'est ce qui maintient la laine au sec, même sous une pluie battante. Mais les artisans médiévaux ont découvert qu'ils pouvaient concentrer et redistribuer cette imperméabilisation naturelle sur le tissu fini. Le processus nécessitait un savoir précis et un bon timing. La lanoline fraîche était obtenue à partir de toisons brutes par chauffage lent, ce qui donnait une substance collante d'un jaune pâle. Mais la lanoline pure était trop douce et s'en allait rapidement. Les artisans médiévaux ont appris à la mélanger avec d'autres matériaux naturels, de la résine de pin pour la durabilité, de la cire d'abeille pour la stabilité et parfois même des graisses animales traitées. La méthode d'application était cruciale. Le tissu devait être chaud, mais pas brûlant, car une chaleur excessive endommagerait les fibres de laine. Les artisans travaillaient le mélange de lanoline dans le tissu à la main, assurant une distribution uniforme. Le tissu traité était ensuite étiré et laissé à durcir, souvent pendant plusieurs jours. Les résultats étaient remarquables. Une cape de laine correctement traitée pouvait repousser la pluie pendant des heures tout en restant respirante. Contrairement aux revêtements imperméables modernes qui créent une barrière imperméable, la laine traitée à la lanoline conservait sa capacité naturelle à réguler la température et l'humidité. Cela signifiait que le porteur restait au sec, à la fois de l'humidité externe et de la condensation interne. Ce n'était pas seulement de la connaissance théorique. Les bergers, les marins et les voyageurs médiévaux dépendaient de ces techniques pour survivre. Les voiles des navires étaient traitées avec des mélanges similaires pour résister aux tempêtes océaniques. Les voyageurs en montagne portaient des capes qui pouvaient signifier la différence entre la vie et la mort en cas de changement climatique soudain. Demain, je publierai une vidéo détaillée montrant exactement comment extraire et préparer la lanoline en utilisant des méthodes qui n'ont pas changé depuis 800 ans. Nous couvrirons également les techniques de collecte et de traitement de la résine de pin que tout survivant médiéval aurait connues. Si vous voulez voir ces compétences pratiques en action, assurez-vous de regarder cette vidéo. Le savoir de l'imperméabilisation naturelle est quelque chose que l'industrie moderne a largement abandonné. Au lieu de travailler contre les matériaux, les techniques médiévales ont créé une harmonie entre les fibres naturelles et la protection naturelle. La touche finale. Le tissu est tissé, teint et imperméabilisé. On pourrait penser que notre textile médiéval est terminé, mais il y avait encore des étapes cruciales qui séparaient le tissu grossier du textile fini. Ces processus,
connu collectivement sous le nom de finissage, pouvait doubler ou tripler la valeur du textile. Pour le tissu de laine, l'étape la plus transformatrice était le foulage. Fraîchement sorti du métier, notre tissu est relativement lâche et ouvert. Le foulage était le processus de rétrécissement contrôlé qui créait le tissu dense et résistant aux intempéries dont les gens dépendaient au Moyen Âge. Dans sa forme la plus ancienne, le foulage se faisait avec les pieds humains. Les travailleurs piétinaient des morceaux de tissu dans des cuves en bois remplies d'eau tiède et de solutions alcalines. Bien que l'urine ait parfois été utilisée en raison de sa teneur en ammoniac, les fouleurs utilisaient plus souvent des solutions faites de cendres de bois ou de potasse importée. Cette combinaison d'humidité, d'alcalinité et d'agitation faisait que les écailles microscopiques des fibres de laine s'imbriquaient et s'en mêlaient. Vers le 13e siècle, de nombreuses régions avaient déjà développé des moulins à foulons actionnés par l'eau. Ils utilisaient d'énormes marteaux en bois actionnés par des roues à eau pour battre le tissu de manière rythmique pendant des heures. Le son des moulins est devenu la bande sonore des villes textiles médiévales. Au fur et à mesure que le tissu était battu, il rétrécissait de manière spectaculaire, parfois de moitié dans chaque direction, mais il devenait beaucoup plus dense, plus épais et naturellement résistant à l'eau. La transformation était remarquable. Le tissage lâche et ouvert devenait serré, presque comme du feutre. Après le foulage, le tissu était étiré sur de grands cadres en bois appelés rames, maintenus par de petits crochets métalliques pointus le long des bords. C'est de là que vient exactement l'expression « être sur la rampe de lancement », NDT, tent hooks en anglais, être sur des charbons ardents, se référant à un état de tension et d'incertitude. Pour les tissus plus fins, il y avait des étapes supplémentaires. La surface pouvait être brossée avec des têtes de chardon séchées pour créer un duvet doux. Ce duvet était ensuite soigneusement tondu à une longueur uniforme avec d'énormes ciseaux en fer qui nécessitaient 2 personnes pour être utilisés. Certains tissus de luxe subissaient ce processus plusieurs fois, créant des surfaces aussi douces et lustrées que le velours. Chaque étape de finissage était un métier spécialisé avec sa propre guilde, ses propres secrets et ses propres normes. La progression d'un tissu grossier à un textile fini représentait une chaîne d'artisanat qui ajoutait une valeur et une fonctionnalité immenses. Cela démontre un engagement envers la performance et la beauté du tissu que la mode rapide moderne a largement abandonné.